Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les faits saillants de l'actualité. Djibouti en met en lumière ses priorités pour le renforcement de ses liens avec la Banque mondiale lors de l'Assemblée annuelle à Washington. Et pour les JO 2024 de Paris, en cas de menace donc élevée, la cérémonie d'ouverture pourrait être déplacée. C'était les titres place développement et nous allons à Washington pour l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. En effet, Djibouti a mis en lumière ses priorités et renforce également ses liens avec la Banque mondiale. Hier a également marqué le début de ces réunions cruciales lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Pour la délégation djiboutienne, la délégation a été dirigée par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawali, comprend également des figures de proue telles que le ministre du budget, Ismail Ibrahim Roblé, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillé, notamment M. Mohamed Siad Doualé, l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis et aux Nations Unies, rejoint également l'ensemble. L'ordre du jour était fortement axé sur l'amélioration des liens avec la Banque mondiale pour propulser l'agenda national de Djibouti avec la digitalisation, l'assainissement des finances publiques, le financement climatique et le développement d'une table ronde pour le financement du secteur routier en tant que point de discussion critique au cours d'une réunion productive. À la fin de cette journée, la délégation djiboutienne a eu également des discussions détaillées avec M. Ousmane Dione, le nouveau vice-président de la région MENA à la Banque mondiale. Le dialogue emporté sur diverses stratégies pour approfondir notamment la coopération, le partenariat dans plusieurs domaines, y compris la diversification économique, la gestion des finances publiques et l'amélioration du capital humain. On reste toujours à Washington où la délégation djiboutienne menée par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawali, accompagné du ministre du budget, a participé à une réunion stratégique sur la transformation numérique à Djibouti. Lors de cette rencontre, le directeur général de l'ANSSI, Moustapha Mohamed, a présenté un rapport détaillé sur la transformation digitale de notre pays. Un moment marquant a été suivi d'une réunion, cette fois-ci avec Mme Christine Zenoué, directrice de la pratique mondiale du développement numérique au sein du groupe de pratique des infrastructures de la Banque mondiale. Au cours de cette entrevue, la directrice a mis en avant l'importance de renforcer la cybersécurité, la protection des données, l'utilisation des technologies numériques pour promouvoir le développement durable. Dans son intervention, le ministre Ilyas Moussa Dawali a salué cette rencontre mettant en lumière l'urgence de la question de la digitalisation, une priorité stratégique pour notre pays. Retour à Djibouti où le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, a présidé ce matin une importante réunion sur l'état d'avancement du projet intitulé Musicalier de Djibouti, mis en œuvre par Oxitec et l'association Mutualis dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Ont participé à cette rencontre le conseiller technique du président de la République, M. Abdullah Hassan, une équipe du groupe Oxitec conduite par M. Greg Franzen, le chef du cabinet du Premier ministre, M. Ali Silae, les partenaires techniques et financiers, les responsables du ministère de la Santé. L'objectif de ce projet est de lutter contre le paludisme en diminuant significativement l'existence des anophèles. Pour cela, une équipe composée du ministère de la Santé, des experts d'Oxitec et de Mutualis ont recours à la technologie GenDrive. Dans une allocution, le secrétaire général du ministère de la Santé, que vous entendrez, a rappelé l'importance que le gouvernement accorde
concorde à la réussite de ce projet qui vise à appuyer les actions des entreprises, notamment par le ministère de la Santé à travers le plan stratégique national du PNLB. Grâce à ce projet de surveillance sentinelle des vecteurs dans 32 sites sentinelles repartis à Demerjog, Douda, Arta, Djibouti-Ville, Tel Karhiba et Humbli. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé a rappelé l'importance pour le gouvernement pour la réussite de ce projet, pour l'amélioration de cette transmission afin de lutter contre le paludisme. Puis nous passons à la deuxième étape de ce projet qui est une étape cruciale où vraiment on va passer à quelque chose de très intéressant, le lâchage des moustiques qui vont se produire dans les prochains mois. Et nous allons laisser la parole aux membres de l'OCITEC pour nous faire une présentation et par la suite nous allons essayer de discuter par rapport à cette thématique. Le gouvernement met tous ses moyens pour que ce projet réussisse. Nous avons déjà identifié un site, un terrain qui est attribué par l'État pour la construction du site et nous comptons énormément sur ce projet parce que le paludisme et la fièvre dengue prennent beaucoup d'ampleur dans le pays et ça fait des ravages. Ça nous consomme énormément le budget par l'achat des réactifs, par l'achat des médicaments et même par la prise en charge au niveau curatif dans les hôpitaux. Et ce projet va nous permettre de diminuer tous ces coûts. Et c'est pour cette raison qu'on attache une importance particulière à la réussite de ce projet et nous sommes disposés à faire tout le possible pour que ce projet réussisse. Dans l'actualité également et dans le cadre de la réforme de la gestion des finances publiques, un atelier de formation a été organisé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Aux membres de la Commission de finances, de l'économie du plan, le ministère du budget par le biais des experts des finances, conjointement organisé par le ministère du budget, l'Assemblée nationale. Cet atelier marque un jalon significatif dans la quête d'une gestion financière transparente et efficiente. Animé par des experts tels que Dr Mohamed Omar Ibrahim, l'expert M. Guy Bertrand du domaine financier. Cet atelier vise à renforcer les compétences des acteurs clés impliqués dans la supervision et la planification des ressources financières, de la budgétisation à la surveillance des dépenses en passant par l'évaluation des politiques économiques. Notamment la réforme de la gestion des finances publiques de Djibouti. À ce moment-là, nous avons des recommandations qui sont issues du PFA et sur lesquelles nous devons intervenir le plus tôt possible. Le gouvernement de Djibouti est pour l'ensemble orienté en mode réforme des finances publiques. Et à ce titre, le cadre de dépenses à moyen terme est un des points sur lesquels nous avons un objectif d'émancipation et de reconversion à établir. Le gouvernement de Djibouti, par le biais du ministre du Budget, a lancé dans son initiative du ministre du Budget la préparation des lois et textes entrant dans cette orientation de réforme de la gestion des finances publiques au titre des années 2024 à 2028. Et certainement, le plan de développement de réforme qui va être mis en place va faire ressortir les éléments essentiels des recommandations du PFA. Nous allons à Dikil où le préfet de la région de Dikil, le président du conseil régional, le vice-président M. Ibrahim Kouro et du secrétaire général ainsi que le coordinateur régional ont pris part à la formation des agents de la région de Dikil pour le 3e recensement général de la population de l'habitat de notre pays.
En effet, les responsables de la région ont félicité les participants de la formation et ont rappelé l'importance de leur rôle dans la réussite de ce recensement. Le préfet de la région a souligné également, tout en rappelant aux agents qu'il faudra prendre au sérieux les tâches qui leur seront confiées afin d'avoir des résultats optimaux dans la collecte des données de bonne qualité dépendant de leur collecte de données qui serviront à la prise de décision pour le développement du pays. Et à cet effet, je vous propose donc suivre le mot du préfet de la région. Vous êtes les jeunes qui ont été choisis et sélectionnés pour mener le 3e recensement général de la population et de l'habitat dans la région de l'Idikil. Si vous êtes là aujourd'hui, vous avez fait preuve de compétences, de rigueur et de sérieux tout au long de la formation qui a duré 15 jours. La direction générale de l'Institut de statistique de Djibouti vous a confié des matériels, comme je vois des tablettes et d'autres équipements. Ces équipements vous ont été fournis pour mener cette enquête et je vous demande sincèrement de conserver ces matériels et de les utiliser à bon escient. Vous étiez un peu plus nombreux au début, vous étiez 70, je sais pas, 70, 73. Aujourd'hui, vous êtes 55. Pourquoi vous êtes 55? Pourquoi vos camarades ne sont pas là? Vos camarades n'ont pas été à la hauteur. Si vous êtes là, on ne vous a pas choisi par affinité, par clientélisme, par famille. Mais vous étiez les meilleurs, les plus compétents parmi les 73 candidats qui ont participé à cette formation. Cela témoigne que la direction de l'Institut de la statistique de Djibouti a bien coordonné cette formation, a bien mené cette formation. Et dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, vous serez sur le terrain. Si vous avez choisi de participer à cette formation, cela signifie que vous êtes bien préparé, vous êtes prêt à accomplir cette mission. Comme disait le président du Conseil, ce n'est pas seulement pour la rémunération de 20 jours. C'est pour votre pays, pour votre région. Donc, il faut bien respecter, suivre les indications et les critères que Moussema, le coordinateur, vous a inculqués pendant les 15 jours de formation. Autre intervention que je vous propose de suivre dans le cadre de ce recensement, le coordinateur, M. Mahad Ahmed Daoud. Aujourd'hui, nous avons eu la clôture de la formation de RGPH 3 de la région d'Ikil. On a eu la visite du préfet, aussi du président du conseil régional. Alhamdoulilah, la formation s'est bien passée. Toute la région de Dikil est prête pour le recensement général du RGPH. À partir de 18, il y aura la collecte de l'ensemble de toute la République de Djibouti. Tout le monde sera au terrain. Aujourd'hui, les spécificités que nous avons ici à Dikil et dans toute la République de Djibouti, il est différent de celui de 2009. D'abord, le recensement général se passe dans un contexte où nous avons délocalisé toutes les formations dans les sous-préfectures et dans le chef-lieu aussi. Donc la formation se passe à Asseïla, la formation se passe à Yoboki et la formation se passe aussi dans le chef-lieu de Dikil. Celle de Mulud aussi, ça se passe aussi. Machallah. Donc, deuxième point qui est le plus important, là, ici, la collecte, ça va se faire au numérique. Donc, il y a eu l'utilisation des tablettes. Donc, cette année, la nouveauté, c'est l'utilisation des tablettes et ça sera numérique. Les données seront bien captées et aussi les données seront des données fiables et propres. Machallah. À l'utilisation de ces tablettes-là. Voilà. Le résultat, attendu sera plus vite dans le mois prochain, Inch'Allah, je pense.
La secrétaire générale du secrétariat d'État chargée des sports, Mme Khadiga Ibrahim, a reçu ce matin au cabinet ministériel du secrétariat d'État chargé des sports le président de la Fédération internationale de canoë, M. Thomas Konietezo, donc accompagné du président de la Confédération africaine de canoë, vice-président de l'ACNOA. La délégation était également composée de Mme Aïcha Garat, présidente du comité olympique et sportif djiboutien, de son équipe, ainsi que le président de la fédération djiboutienne de canoë, M. Ahmed Mohamed. La secrétaire générale a exprimé tout d'abord sa joie de recevoir ses hôtes et a salué le travail remarquable et le dynamisme de cette fédération. Premièrement, je voulais remercier toutes les autorités de Djibouti, le comité olympique, les ministères, pour votre accueil. Et nous sommes là pour, comme l'a dit le président de la Fédération internationale, pour travailler et pouvoir visiter la Fédération nationale de canoëing et aussi travailler ensemble pour le développement des canoëing au Djibouti. Après la discussion que on a eue avec le comité olympique et les ministères, nous avons maintenant l'idée claire de votre plan de stratégie et de votre objectif pour l'avenir. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va ensemble essayer de vous donner tous les supports nécessaires pour le développement des canoës dans votre pays. Nous sommes là, nous sommes très contents d'être là et vous féliciter aussi pour votre collaboration avec la Fédération nationale et dire qu'ensemble, nous sommes plus forts. De là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. L'Union européenne s'efforce de limiter bien les débordements du conflit israélo-iranien. L'attaque qui a vu Téhéran lancer plus de 300 drones de missiles balistiques et missiles croisières contre Israël a suscité une condamnation de la part des dirigeants israéliens et européens qui se sont rangés du côté d'Israël. L'attaque qui a vu Téhéran lancer quelques 300 drones, missiles balistiques, missiles de croisière contre Israël a suscité une condamnation de la part des dirigeants européens qui se font fermement ranger du côté d'Israël. Alors que le cabinet de guerre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou envisage une riposte directe, l'Europe s'efforce de contenir une éventuelle riposte israélienne et d'empêcher une nouvelle escalade. L'attaque de l'Iran était une réponse à la frappe aérienne d'Israël sur son consulat à Damas le 1er avril qui a tué 7 personnes. Les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne tiendront une réunion extraordinaire en visioconférence aujourd'hui pour discuter de leur réponse collective de cette escalade considérée comme un point d'inflexion dans le conflit qui s'écoule au Moyen-Orient. L'Union pourrait imposer des sanctions supplémentaires contre Téhéran afin de faire pression sur le régime iranien pour qu'il s'abstienne de toute nouvelle escalade. Mais les 27 se retrouvent sur une file entre le renforcement du soutien d'Israël et l'appel au gouvernement israélien à agir dans les limites du droit international. Des différentes nuances dans la position de l'Europe sur la question apparaissent au grand jour. Je vous l'annonçais en début de journal, en cas de menace élevée, la cérémonie d'ouverture des JO de Paris pourrait être déplacée. Samater Saïd. À 100 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le président français a évoqué pour la première fois ce lundi une solution alternative concernant la tenue de la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène. Dans un entretien télévisé, Emmanuel Macron a déclaré que les autorités françaises anticipent par précaution des plans B et C
en cas de menace terroriste trop élevée. Cette cérémonie d'ouverture le long du fleuve qui traverse la capitale le 26 juillet, c'est une première au monde. On va le faire, a d'abord rappelé Emmanuel Macron avant de confirmer que des plans alternatifs étaient préparés en parallèle compte tenu du regain des tensions internationales. On fera une analyse en temps réel des risques, a déclaré Emmanuel Macron. Parmi les solutions avancées par le président, un déplacement de la cérémonie qui sera limité en face de la Tour Eiffel. Une autre option, un rapatriement au Stade de France, au nord de Paris, parce que ce qui se fait classiquement, a indiqué le chef de l'État. Cette dernière option était jusqu'à présent exclue, d'autant que des épreuves sont déjà prévues pour le 26 juillet. Mais le président français a toutefois tenu à préciser qu'à ce stade, le scénario fluvial, une grande première, reste l'option privilégiée via la mise en place d'un vaste dispositif de sécurité qui va être très large et dans lequel chaque personne qui entrera ou sortira du périmètre sera contrôlée. Et c'est sur ce point que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.